Salut à tous, bienvenue sur Studio Qualita, www.studiocalita.com. Je suis aujourd'hui avec Pinchas Botbol. Bonjour Pinchas. Bonjour Cathy. Alors vous êtes courtier en crédit immobilier et c'est pour ça que vous êtes là, parce que nous avons besoin, nous qui vivons en Israël. Alors là, je crois que c'est pour tout le monde, les anciens immigrants, les nouveaux immigrants et même les Israéliens. On a besoin de savoir la mashkenta, c'est quoi et comment ça marche évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que la mashkenta ? On va commencer vraiment par une question très générale, mais on a besoin de vos éclaircissements parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce fameux crédit immobilier. Alors, on a besoin de vos lumières, Pinchas. Bien, je vais essayer d'être clair. C'est valable aussi pour les non-israéliens, pour les étrangers. Mais oui, parce que vous savez qu'on nous écoute aussi à l'étranger. On nous écoute à Paris, on nous écoute dans toute la France, voilà, et peut-être même à l'étranger. Et voilà, et en Israël, bien évidemment. Bon, dans le langage courant israélien, une mashkenta, c'est un prêt immobilier. C'est un prêt que l'on contracte dans une banque pour l'achat d'un bien immobilier. D'accord ? Et par contre, les autres prêts à la consommation, privés, pour du business, s'appellent halva'a. Alors, halva'a, voilà, ok. Ça, c'est la différence de base. Une mashkenta, elle peut avoir une durée de vie, on va dire, entre 5 et 30 ans. Donc, on peut emprunter pour acheter un bien immobilier jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Ça n'existe pas en France, ou ça existe ? 30 ans, je ne sais pas. Je sais qu'en Suisse, il y a un système un peu spécial où on peut faire un emprunt à vie. Mais bon, ça, c'est spécial aussi. Si ça arrive en Israël, ça va faire un carton. Exactement. Par contre, l'halva, en général, en fonction des banques, elle est limitée à 10-15 ans. D'accord. Voilà. L'autre différence qui est importante entre mashkenta et halva, c'est qu'il y a une incitation israélienne, une incitation, on va dire, de la société israélienne. J'appellerais ça même une petite maladie juive. C'est une incitation à l'achat d'un bien immobilier. Les gens veulent absolument posséder un bien immobilier. Donc, les taux d'intérêt pour une mashkenta sont inférieurs aux taux que l'on va avoir sur une halva. C'est-à-dire que la Banque d'Israël prend en considération la mentalité de son peuple, c'est quand même sympa, Exactement. C'est une bonne nouvelle, et baisse les taux pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété. Voilà. Par rapport à une halva, oui, bien sûr, bien sûr. Baisse les taux par rapport à une halva. Après, il y a les règles du marché, il y a les lois du marché de l'économie locale, mondiale, qui jouent et qui font que on peut passer, en fonction des périodes, à des périodes où les taux montent, les taux baissent. Alors justement, on a à peu près défini ce que c'était qu'une mashkenta, mais il y a des règles pour pouvoir obtenir cette mashkenta. Il y a des choses on ne peut pas changer. Il y a des règles immuables, notamment au niveau de l'apport. Il y a des règles au niveau de la capacité de remboursement du client. Alors au niveau de l'apport, ces dernières années, il y a des lois strictes qui ont été fixées par la Banque d'Israël, okay, qui sont en gros les suivantes. Un couple ou un Israélien qui n'a jamais acheté de bien de sa vie, donc la première fois qu'il achète un bien de sa vie, il peut avoir jusqu'à 75% de crédit. D'accord, donc ça veut dire que le premier achat, il a 75% de crédit. Donc il doit avoir un apport de 25%. Alors ça veut dire quoi, un apport de 25% en fonds propres ? Oui. La fortune personnelle ? Oui, il faut qu'il se débrouille pour les avoir. Bah, c'est très dur. Soit il les a. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques et d'interventions auprès du gouvernement, des Havrei Knesset qui veulent éventuellement changer ça et essayer de faciliter, au moins pour les jeunes couples. Les jeunes couples aujourd'hui en Israël ont beaucoup de problèmes pour acquérir. C'est ce que Yair Lapid, je crois, avait tenté de faire en baissant, en ôtant la TVA pour les premiers achats. Ça n'a pas marché. Il y a aussi une députée qui a essayé de faire passer une loi pour remettre, au moins pour les jeunes couples qui achètent la première fois de leur vie, pour remettre un taux, un pourcentage de financement à 90%. Ça n'est pas passé non plus. Oui, parce qu'il faut dire que c'est assez récent. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années, on pouvait encore acheter un appartement avec 10% d'apport. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a 10 ans, il y a 5 ans. C'est très récent, ça date d'il y a 4-5 ans. Mm-hmm. Voilà. Et ça fait partie des décisions que le gouvernement et la Banque d'Israël ont été amenés à prendre pour deux raisons. Parce qu'ils ont un petit peu pris peur par rapport à la crise qu'il y a eu aux États-Unis fin 2008, le subprime. Donc pour éviter que les gens soient trop endettés.
Et puis, c'était pour essayer de décourager les investisseurs d'acheter, puisqu'ils devaient mettre plus de leur poche. Ils ont essayé d'augmenter les taux d'intérêt de nouveau pour décourager les investisseurs d'acheter. Voilà. La critique à l'intérieur du pays a été que les décisions qui ont été prises, elles ont été générales pour tout le monde. Et on n'a pas fait la différence avec les jeunes couples qui veulent acheter pour la première fois. Alors, est-ce que justement, cette mashkenta, ce prêt hypothécaire, on va dire, ce prêt immobilier, pour quelqu'un qui n'habite pas en Israël, qui est touriste et qui veut acheter un bien en Israël, et pour quelqu'un qui est israélien, qui vit ici et qui veut acheter un bien, est-ce que c'est la même chose ? Pas du tout. Ah. Bon. Pas du tout. Donc je vais essayer de terminer ma petite leçon très rapidement. Pour des Israéliens, on a tout le temps, allez-y, c'est passionnant. Pour des Israéliens qui achètent un bien, qui va être leur bien unique. C'est pas la première fois de leur vie, mais c'est un bien unique. Ok, donc la résidence principale. La résidence principale, ils ont le droit jusqu'à 70% de financement, donc ils doivent avoir un apport de 30%. Pour des Israéliens qui achètent un deuxième, un troisième, un quatrième bien, etc., le crédit est limité à 50%, donc ils doivent avoir un apport de 50%. C'est le cas aussi pour les étrangers. Tous les étrangers, d'accord ? Et là, quel que soit le bien qu'ils achètent, c'est-à-dire que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, ils sont limités, ça aussi ça n'existait pas avant, ils sont limités à 50%, ils sont obligés d'avoir un apport de 50%. D'accord, donc ils ne peuvent pas avoir un financement au-delà de 50% par les banques israéliennes. Il y a des solutions, elles ne sont pas évidentes. Il y a des solutions, elles ne sont pas évidentes, comme le fait de posséder déjà un autre bien, qu'on accepte de donner à la banque en supplément d'hypothèque. À ce moment-là, sur chaque bien existant ou acheté, la banque a le droit de donner 50%. Après, bon, il y a des petites possibilités, des astuces, des contacts qu'on peut avoir dans le métier et qui permettent en fonction des banques, de pouvoir... de jouer avec les lignes, voilà, ça dépend du client aussi. On peut arriver à avoir encore 5%, 10%. Ça joue, c'est important. Il y a quelques solutions, mais en gros, c'est vrai qu'on est relativement limité au niveau du pourcentage de financement. Alors, par rapport au principe de cette mashkenta qui est tellement importante dans la société israélienne, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente d'avoir en Israël un bien immobilier, d'être propriétaire et d'avoir une mashkenta ? Ça veut dire quelque chose ou pas ? Comment on est considéré ? Dans la société israélienne, c'est très important de posséder un bien. C'est la preuve d'une certaine stabilité, entre guillemets, ou tranquillité. Comme je l'ai dit, c'est très spécifique à Israël ou au peuple juif. Je pense qu'Israël est un des pays au monde, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que c'est un des pays au monde où il y a le plus de propriétaires de biens. Alors, une autre question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend un prêt immobilier, donc une mashkenta, et que, eh bien, on n'a pas, on va dire, la capacité financière de rembourser, on rate des échéances, elle se présente sur notre compte bancaire et puis elle est rejetée par manque de financement, parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, au moment de la contraction du crédit, le bien va être hypothéqué. Et le client, dans le cadre de la signature du crédit, il va signer une procuration à la banque qui lui permettrait plus tard, éventuellement, de prendre le bien et de le mettre aux ventes aux enchères s'il ne respecte pas les remboursements mensuels. Mais ça, c'est dès la première fois, non. Il faut que l'incident se répète. Si l'incident se répète, s'il y a une suite sur 4, 5, 6 mois de suite, etc., la banque, elle va entamer des procédures judiciaires. Et elle va mettre le bien en vente, sauf si le vendeur arrive à le vendre avant par ses propres moyens. Alors, maintenant, il y a une chose, il faut savoir que depuis 2006, les banques, d'accord, c'est pénal, n'ont pas le droit de respecter un prélèvement sur un compte en banque s'il n'y a pas suffisamment de provisions. N'ont pas le droit de respecter. Ça veut dire Si un client fait un chèque ou s'il y a un prélèvement automatique, d'accord, pour l'électricité, pour un loyer, pour un crédit qu'il faut rembourser, et qu'il n'y a pas assez d'argent sur le compte de la personne, du client, la banque ne paiera pas. Donc dans le cas d'un crédit, ça veut dire que janvier 2017, il y aura marqué impayé. Mai 2017, impayé, si jamais il n'y avait pas assez d'argent. Donc est-ce que ça marque mal, comme diraient oui, tout à fait. Certaines personnes? Je le dis et je le répète à tous mes clients, débrouillez-vous, vérifiez votre compte en permanence. Il faut absolument éviter qu'il y ait des impayés. Parce que ce compte rendu d'un crédit, même si vous l'avez terminé, même si vous l'avez remboursé, c'est une trace qui reste.
J'ai eu un client comme ça qui a eu des petites incidents, qui gagne très très bien sa vie, qui a eu des petits incidents parce qu'il n'a pas suivi son compte, tout simplement. Et quand il a voulu un deuxième crédit pour acheter un autre bien, la banque lui a refusé. Oui, c'est-à-dire que c'est un espèce, ça n'existe peut-être pas dans d'autres pays, mais il y a un historique des comportements. Et la banque considère que quand une mashkenta est rejetée, c'est qu'on n'est pas très sérieux au niveau de la gestion, qu'on n'est pas fiable et qu'on a des problèmes financiers, même si c'est simplement par de l'inattention, une mauvaise gestion, qu'on n'a pas suivi ses comptes. Parce que c'est vrai que avant d'arriver en Israël, les francophones font pas toujours leurs comptes. Les francophones ont beaucoup de mal avec ça parce que on vient d'un monde où on a l'habitude d'être beaucoup plus soutenu et aidé à tous les niveaux, allocation familiale, etc. Il y a beaucoup plus d'aide qu'en Israël. La mentalité n'est pas la même. Et Israël est beaucoup plus strict. Alors je leur dis toujours bienvenue au pays des Juifs. Mais c'est sympa d'être au pays des Juifs, non ? Oui, tout à fait. Alors là, sans problème. C'est évident. C'est évident, sans rentrer dans de la politique, ça sera de gré ou de force, tous les Juifs finiront par arriver ici, Be'ezrat Hashem. Mais ce que je dis aux gens, c'est que aujourd'hui Israël est considéré comme un pays très stable au niveau économique, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que les banques, le gouvernement, le ministère des Finances sont très stricts, apparemment plus stricts que dans d'autres pays, et c'est à mon avis une des raisons qui permet à Israël d'être un pays beaucoup plus stable à ce niveau-là. En même temps, donc il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, ok, d'accord. Alors, donc 90% de crédit, 100% de crédit, comme ça peut arriver en France, c'est pas ici. D'accord, mais en tout cas, c'est important d'avoir précisé ces détails qui valent cher. On peut le payer cher, en fait, cette mauvaise gestion ou cette inattention sur ses comptes bancaires. Voilà, donc c'est important. C'est pour ça que c'est très important de se préparer, de s'organiser et d'avoir éventuellement affaire à quelqu'un qui peut conseiller, qui peut aider. Parce que les employés des banques n'ont pas toujours le temps et la patience de faire tout ça, de faire tout ce travail. Peut-être faire un compte à part pour la mashkenta, tout simplement, et puis mieux gérer. Il faut suivre. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a des accès Internet sur le compte. On vérifie tous les mois ce qui. Mais quand on n'a pas d'argent, comment on fait ? C'est un problème. Quand on n'a pas d'argent, il faut trouver des solutions. D'accord. Il faut repasser voir la banque. Faut leur dire. Des miracles en même temps. Oui, il faut repasser voir la banque, leur dire honnêtement, parce que si quelqu'un a pris un crédit sur 15 ou 20 ans, peut-être qu'il passe à la banque et il demande d'allonger la durée, de le mettre sur 25 ans ou 30 ans. À ce moment-là, le remboursement mensuel sera plus léger. Reprendre contact avec le conseiller en crédit auquel le client a eu affaire pour voir avec lui quelles sont les solutions. Et si on est vraiment face au mur, il faut vendre le bien. Okay. Il faut s'en débarrasser. Merci beaucoup, Pinchas Botbol. Alors, la mashkenta, c'est un sujet passionnant, franchement très intéressant parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Et quand on arrive en Israël, on a besoin de savoir à quoi on va être confronté, comment faire pour acheter un bien, tout simplement. Donc, je vous propose de vous retrouver pour une autre émission. On va en faire encore 2 autres, je crois. Donc, si la mashkenta vous a intéressé, eh bien, suivez-nous sur Studio Kalita, la nouvelle radio des francophones d'Israël et d'ailleurs. Donc, je redonne l'adresse www.studiokalita.com. Si on veut vous joindre, on peut vous joindre quelque part ? 054 666 15 75. Ok. Merci beaucoup, Pinchas Botbol. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.